Alors, à ce stade, vous avez vu les vidéos précédentes et vous avez des idées produits. Vous avez trouvé des endroits où il y a une demande, où l'offre n'a pas l'air de coller avec la demande. Dans le cas des Buzzy Boards qui est ici, je me suis un peu intéressé à Montessori et je me suis aperçu que les produits qui étaient proposés n'étaient pas exactement dans l'esprit et dans la pédagogie Montessori. Les matériaux utilisés ne sont pas les bons. Il y a certains produits qui ont des problèmes de sécurité. Ou bien j'ai trouvé une niche avec peu d'avis, ou bien j'ai trouvé des niches avec des mauvais avis. Et j'ai fait ça pour plusieurs produits, 4, 5 produits, où je pense qu'il y a potentiellement une opportunité. Pour le moment, ça ne va pas plus loin. On n'a pas plus d'infos. Cette vidéo, elle est faite pour commencer à valider votre idée produit. C'est la première étape sur deux pour valider son idée produit. Et je vais vous emmener avec moi dans mon schéma de pensée qui me permet toutes les questions que je me pose avant de lancer un produit. Parce que c'est peut-être mon premier produit, donc ça va déterminer le ton et ma marque que je vais lancer. Voir la vidéo où on parle de la marque. Ça va être aussi des sommes d'argent potentiellement importantes que je vais investir dans ces produits et ça va potentiellement être du temps, peut-être plusieurs années, avec lequel je vais travailler si jamais il marche bien. Donc il y a quand même pas mal de questions à se poser en amont. Avant, j'allais assez vite là-dessus. Maintenant, après avoir investi, perdu pas mal d'argent dans des mauvais produits, j'ai tendance à prendre beaucoup plus de temps. Il se peut parfois que je passe 2 semaines sur un seul produit, uniquement à le fouiller en fond, en large et en travers pour bien comprendre la niche. C'est moi, vous n'êtes pas obligé d'y passer autant de temps. Mais comme maintenant j'aime les lancements un peu plus conséquents, je passe un peu plus de temps sur la préparation. Donc pour l'exemple, on va prendre ce produit. Donc admettons, je veux lancer ce produit et je vais vous montrer exactement pas à pas comment je ferais si je devais m'intégrer dans cette niche. Alors en parallèle de la vidéo, je vous ai mis mon Notion que vous pouvez dupliquer. En haut à droite, vous avez un bouton dupliquer et ça vous permettra d'y avoir accès et vous pourrez tout modifier. Alors, la première chose que je fais, je me télécharge la vidéo du produit en question. J'ai pris celui-ci dans la niche pour une raison assez simple. On va le voir juste en bas. C'est que parmi tous les produits de la niche, je trouvais que 1, il se différenciait pas mal. Et que 2, il avait que 300 avis. Il était 2 fois plus cher que les autres. Il faisait quand même un volume de vente honorable. Donc j'ai décidé de prendre lui comme exemple là-dedans. En règle générale, ici, je remets donc les points clés que j'ai déterminés à la fin du rapport. Vous pourrez les modifier, vous pourrez mettre ce que vous voulez. La description, c'est pour moi, quand c'est des niches que je ne connais pas, comme la niche Montessori, avant que je la découvre, je me remets une petite note à moi sur l'état de la niche. Ici, je sors les chiffres clés de ce produit. Il coûte 51,90 €. Je vais vous mettre la fiche produit, elle est là. Il coûte donc 51,90 €. Il fait à peu près 90 ventes par mois. Pourquoi c'est important? Quand vous allez commander votre stock plus tard, vous allez commander au minimum 3 mois de stock pour être tranquille. Donc 3 x 9, 27. Vous savez qu'il vous faudra 270 produits au minimum à commander pour ne pas tomber en rupture de stock avant les 3 mois. 5300 € de chiffre d'affaires par mois, c'est pas énorme, mais est-ce qu'on peut aller gratter des parts de marché? C'est intéressant pour seulement 376 avis. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tourner l'extension X-Ray de Helium 10. Si vous avez Helium 10, ça peut être pratique. Et ça me permet de me donner une photo de toute la niche. Alors, au début, c'est un peu le bazar. Ce que j'ai tendance à faire, je trie par revenu pour avoir les meilleurs vendeurs en premier. Et ensuite, je fais un peu de tri. Souvent, il se glisse des produits qui n'ont rien à voir. Déjà, j'enlève tous les produits sponsorisés parce qu'on les retrouve en double avec les autres. Donc, ils prennent des places pour rien. Je me gêne. Hop. Alors, BuzzyBoard, 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 ça, BuzzyBoard, BuzzyBoard. Ok, je fais supprimer. Mon objectif, c'est uniquement d'avoir vraiment les 10 meilleurs vendeurs et d'avoir une photo de ce qu'ils font. Ok, là, j'ai une dizaine de BuzzyBoard. J'agrandis bien ma fenêtre. Comme ça, ici, j'ai le plus de données possible. Comme ça, je connais leur volume de vente, je connais leurs revenus, je connais leur nationalité. Et si je les calme un peu à droite, je sais la note qu'ils ont et le nombre de commentaires. Tout ça, c'est des infos qui m'intéressent. Je fais une capture d'écran et ensuite, je le mets ici dans mon Notion et ça me permet d'avoir accès à ces infos si je veux y revenir plus tard. Une fois que vous aurez fait cette démarche pour tous vos produits, peut-être vous allez hésiter entre l'un et l'autre. Ça vous permettra de concentrer toutes vos recherches à un seul endroit. C'est pour ça que j'aime énormément Notion personnellement. Ensuite, on va aller voir la partie la demande, donc vraiment le terme de recherche en lui-même. Quand on commence à avoir toutes ces informations, donc ma question c'était voilà, pour le terme de recherche BuzzyBoard, quelle est la demande
sur Amazon. Donc si vous avez Helium 10, tout simplement, il vous le marque lorsque vous tapez BuzzyBoard tout en haut de votre rapport. Ici, il vous marque la recherche mensuelle. Sinon, vous pouvez utiliser l'explorateur d'opportunités de produits qu'on verra juste après. Combien est-ce qu'il y a de vendeurs Prime pour avoir sur ce terme de recherche? Alors pour trouver les vendeurs Prime, simplement vous cliquez ici sur livraison gratuite et vous aurez donc les vendeurs Prime, ce sont les vendeurs qui mettent leur stock dans la logistique Amazon FBA, ce sont les vendeurs Amazon FBA. C'est les vendeurs sérieux, pour moi c'est ceux qui sont le plus intéressants. S'il y a une compétition en dessous de 1000 vendeurs Prime, je considère que c'est accessible. Donc là dans ce cas, 546, on est bon. Vous avez remarqué, pour que ce soit plus visuel, si c'est un chiffre que je trouve intéressant, je le mets en vert. Si c'est un chiffre qui n'est pas intéressant, une data qui est négative, je la mets en rouge. Ça me permet après visuellement de voir à la fin si c'est bon ou pas. Autre chose, est-ce que les 3 meilleurs vendeurs ont moins de 1000 avis? Alors dans ce cas, ce n'est pas le cas, en l'occurrence c'est un non. Le premier vendeur a plus de 1000 avis. Le défaut au-dessus de 1000 avis, c'est qu'il y a une certaine grosse notoriété. Le rattraper 1000 avis, c'est beaucoup plus long. Rattraper 100 avis, ça se fait vite avec une meilleure technique. Rattraper 1000 avis, c'est quand même beaucoup plus long. Donc c'est quelque chose de négatif. Donc je vais le mettre en rouge. Hop, rouge. Ensuite, j'utilise l'explorateur d'opportunités de produits. Pour rappel, vous avez accès à cet outil gratuit qu'Amazon vous donne uniquement si vous êtes une marque enregistrée auprès du brand registry. Tout simplement, je vais taper BuzzyBoard. Il va me sortir la niche en question et de la data dessus. En l'occurrence, c'est la niche Montessori. Donc là, je vois le volume de recherche de toute la niche qui est énormissime, hein, même annuellement. Je vois que par rapport à l'année précédente, ça progresse de 10%. Je vois que sur les 90 derniers jours, ça décélère un petit peu. Toutes ces datas, je vais les reporter ici. Je clique dessus sur la niche. Je vais aller dans les termes de recherche. Et ici, pareil, donc je vais faire une moyenne des 5 premiers termes de recherche, le moyenne du taux de conversion des 5 premiers termes de recherche. C'est exactement ce que je retrouve ici. Le taux de conversion des 5 principaux termes de recherche. Ça, c'est une data que j'aime beaucoup. Ça veut dire, est-ce que les produits qui sont en vente correspondent à ce que les gens veulent? Pour rappel, sur Amazon, sur la moyenne, le taux de conversion moyen mondial sur Amazon, c'est 5-14%. Tout ce qui est en dessous, ça veut dire que les gens viennent, cliquent, regardent le produit et disent « Ok, c'est pas ce que je veux ». Et en l'occurrence, quand on regarde la moyenne générale, eh ben, c'est pas le cas. Donc ça veut dire que les gens ne trouvent pas ce qu'ils veulent. Quelqu'un qui veut un BuzzyBoard Montessori, qui a une idée de ce qu'il veut, il va sur Amazon, il ne trouve pas ce qu'il veut. En tout cas, la niche a l'air d'être mal desservie et ça, c'est un très bon point. Autre donnée que je vais chercher, que l'on trouve dans l'onglet aperçu, juste ici, ce sont encore des données sur la niche en général. Je regarde le pourcentage de produits qui utilisent des sponsor products. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quel est le pourcentage de vendeurs qui fait de la pub. Donc là, en l'occurrence, 80%, c'est un chiffre assez élevé. Mais si vous êtes dans une niche où seuls 30% des vendeurs font de la pub, eh bien, vous savez qu'en faisant un tout petit peu de pub, vous allez très facilement vous imposer devant toute votre concurrence. Combien de pourcentage utilisent Prime? Combien utilisent la logistique Amazon? Donc qui permettent à ceux qui ont un abonnement Prime de ne pas payer la livraison et qui permettent d'être livrés en 24 heures. En l'occurrence, quasiment tout le monde utilise la logistique. C'est pareil, ça pourrait être une idée pour faire une meilleure offre que les autres si jamais vous aviez que 30-40% qui étaient dessus. Pareil, je prends toutes ces données et je les ramène ici, pourcentage de produits Prime. La note moyenne des commentaires, ça aussi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On descend, elle se trouve ici, la note moyenne des commentaires. Amazon vous dit voilà, dans 80% des produits de cette niche, quelle est leur moyenne de commentaires? Et en l'occurrence, c'est 4,40. Donc là, ça nous dit quand même que les produits sont globalement de bonne qualité. Si vous avez quelque chose en dessous de 4, vous voyez que les produits en général sont de mauvaise qualité. Donc il suffit juste de faire un produit de qualité. Vous allez on verra ça juste après, vous allez dans les avis de vos concurrents, vous regardez de quoi les gens se plaignent, vous vous débrouillez pour résoudre le problème et tadam, vous avez un nouveau produit sans avoir réinventé la roue. Donc ça, c'est pareil, c'est des données qu'Amazon nous donne gratuitement que j'aime beaucoup récupérer ici. Je les mets dans ce Notion et à la fin, quand je relis tout, ça me permet de me donner une bonne idée. Ok, est-ce qu'il faut que je lance ce produit ou pas?
Alors maintenant qu'on a regardé l'offre, on va aller vraiment comparer la concurrence. C'est des questions que je me pose. Est-ce que les deux vendeurs font plus de 200 ventes par mois avec moins de 100 avis? C'est-à-dire que si c'est le cas, il y a de la place pour un nouvel arrivant. C'est-à-dire que les personnes ne sont pas regardantes uniquement que sur le nombre d'avis et l'ancienneté, mais que si vous arrivez avec une nouvelle idée, avec quelque chose de nouveau, vous aurez votre chance. En l'occurrence, ce n'est pas le cas de cette niche. Est-ce que les 3 meilleurs vendeurs ont moins de 100 avis? Alors celle-là, je l'enlève, elle a été posée déjà juste avant. Est-ce que les listings des principaux concurrents peuvent être améliorés? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous prenez les 5 meilleurs vendeurs que vous avez repérés sur Helium 10, vous regardez leur listing, et si vous voyez que au lieu qu'il y ait cette photo, il n'y en a qu'une, qu'il n'y ait pas de bullet point, qu'il y ait un titre mal optimisé, vous apprendrez ça un peu plus tard dans la formation, vous voyez qu'il n'y a pas de titre, il n'y a pas de photo, ici il n'y a rien qui est écrit, il n'y a pas de description, il n'y a pas de contenu A+, ou EBC, qui est juste en bas. Voilà, vous savez que c'est des personnes qui optimisent mal leur listing. Donc l'algorithme d'Amazon ne comprend pas bien quel est leur produit et il a du mal à le mettre en avant et à le montrer à d'autres acheteurs. Donc là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. La plupart des vendeurs qui sont ici sont américains et vendent leurs produits depuis les États-Unis et sont tous très très bien formés. Donc on ne peut pas jouer sur la qualité technique. Il va falloir être un peu plus intelligent que ça si on veut rentrer sur cette niche. Le nombre de vendeurs Prime sur ce terme de recherche, il suffit de cliquer sur... Non, idem, cette question, elle était déjà posée. Je l'enlève. Présence de vendeurs sérieux en seconde page. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça aussi, c'est en termes de concurrence. Sur BuzzBoard, vous descendez, vous descendez, vous descendez. Vous allez en seconde page. Et si en seconde page, vous voyez des produits qui n'ont plus rien à voir avec des BuzzBoards, bon, c'est bon signe. Ça veut dire que tout tient, toute l'offre tient en une première page. Si par contre, vous voyez comme ici, c'est toujours des BuzzBoards, toujours des bonnes photos, toujours plus d'une centaine d'avis avec des bons avis, vous commencez à comprendre que la niche est un peu surchargée. Donc mon but, c'est pas forcément de vous montrer une niche dans laquelle il faut absolument aller, mais de vous montrer aussi d'une niche un peu plus compétitive sur laquelle il faut soit ne pas aller, soit faire preuve d'un peu plus d'intelligence et de créativité pour aller s'insérer dessus. Donc là, en l'occurrence, c'est un point négatif. Je vois beaucoup de vendeurs très sérieux, même qui ont des produits un peu originaux, en seconde page. Donc ça, je vais le marquer aussi. Présence de vendeurs sérieux en seconde page, oui. Alors, le BSR. Alors, le BSR, on va en parler. C'est le Best Seller Ranking. Pour le voir, on en a déjà parlé dans une vidéo précédente. Vous avez besoin de l'extension Helium 10 pour le voir. Même si vous ne payez pas Helium 10, prenez l'extension. Cette partie-là est gratuite. Et quand vous allez descendre, elle va s'activer automatiquement et elle va vous donner ce BSR. Le BSR, c'est le rang que vous donne Amazon dans la catégorie. C'est-à-dire que plus votre BSR se rapproche de 1, plus vous allez finir en premier dans les résultats de recherche. Donc ici, ça permet de donner un peu l'historique du produit. Donc ici, je mets depuis le début, depuis la création de ce produit. Et là, ça me permet de savoir, donc là, j'ai de l'historique jusqu'au 6 mars 2022. Donc je sais que ce produit existe depuis le 6 mars 2022. En bleu, c'est le BSR. Donc pour rappel, plus il est au ras du sol, plus le produit est bien ranké. En fait, ici, qu'est-ce que je vois? Le bleu comme ça qui monte, ça veut dire qu'il ne fait pas de vente. Il décroche, il ne fait pas de vente. Ici, il fait une vente, hop, il redescend. Il ne fait pas de vente pendant plusieurs jours, il ne fait pas de vente pendant plusieurs jours, il redescend. Donc tout ce secteur-là, c'est que le produit a eu du mal à s'insérer dans la niche. Et en vert, on voit une autre donnée qui est intéressante, c'est le prix au fil du temps. Donc on voit qu'au début, il était plus à 70 €. Après, il a fait des tests au niveau du prix. Ici, il l'a monté jusqu'à 94 € et aujourd'hui, il est plus autour de 51. Donc on voit qu'en baissant le prix, il a réussi à beaucoup mieux se positionner. Ce qui n'est pas vraiment une bonne nouvelle, parce que ce qui nous intéressait, c'était que ce produit, il vendait à 50 € là où tous les autres vendaient à 20 €. Donc est-ce qu'il avait réussi à créer une différenciation suffisante avec cette tête de nounours pour vendre 2 fois plus cher? Mais en l'occurrence, on voit avec le BSR qu'il a été obligé en fait, de baisser son prix pour se rattacher à la niche. Bon, il vend quand même 2 fois plus cher, ce qui est quand même assez honorable. Ça veut dire que les gens ne sont pas prêts à payer 60 € pour ce type de produit. Je copie-colle le BSR, je le mets ici, je fais mon analyse juste en dessous, je me note mes idées. Autre chose que je vais voir, c'est Google Trend. Alors Google Trend, il vous suffit de cliquer ici pour vous mettre dessus. Là, ça n'a rien à voir avec Amazon, c'est Google qui nous donne des infos. Et en fait, moi, ce que je voudrais savoir, c'est combien de fois BuzzBoard a été marqué dans Google au fil du temps. Quel est l'intérêt
que les gens, Google étant une énorme base de données, on peut aussi s'en servir pour Amazon. Donc, je tape BuzzyBoard, je suis en France, je vais sur les 5 dernières années pour avoir le plus de data possible et on va voir au fil des 5 dernières années. Qu'est-ce que je vois? En 2018, personne n'en avait rien à faire des BuzzyBoards et on voit que l'intérêt monte. On voit qu'il y a des pics. Les pics, si on regarde bien, ils sont au mois de novembre, au mois de, encore une fois, novembre et le troisième au mois de novembre-décembre. Pourquoi? Parce que, à mon avis, c'est quelque chose qui s'offre vachement comme cadeau, notamment à la période de Noël. Donc vous savez quand même, vous commencez à avoir une petite saisonnalité qui se crée dans ce produit et c'est intéressant à prendre en compte. C'est pour ça que j'aime bien intégrer une capture d'écran voilà, de Google sur la niche. Alors l'étape suivante, c'est les frais. Alors là, on va commencer à parler argent. C'est la raison pour laquelle depuis le début, je vous dis qu'il ne faut pas commercialiser des produits en dessous de 10 euros parce que les frais de port sont intégrés dans le prix sur Amazon. Et on peut savoir combien un produit paye de frais à Amazon. Alors, comment on fait? Ici, je vous ai mis 3 liens, 3 manières d'aller récupérer ces informations. Pour rappel, quand vous vendez un produit, vous avez 2 frais qui se déclenchent. Une commission, qui est en général en moyenne de 15-45% de votre chiffre d'affaires TTC, et des frais d'envoi que Amazon tout simplement vous fait payer pour prendre votre produit, le mettre dans un colis et l'envoyer à votre client. Donc, on va aller voir combien ce produit paye de frais à Amazon. Le moyen le plus facile, c'est la calculatrice. Vous cliquez dessus, vous allez récupérer l'ASIN de votre produit. Vous avez 2 manières de trouver l'ASIN. La manière la plus pratique pour moi, c'est cette série de chiffres qui commence par B0 qui est dans l'URL. Mais si jamais vous n'êtes pas confortable avec ça, vous pouvez descendre. Et ici, vous avez marqué ASIN. Amazon Standard Identification Number, qui est en fait le numéro que Amazon attribue à votre offre. Ok, je récupère cet ASIN, je vais dans la calculatrice, je le rentre ici, j'appuie sur rechercher et Amazon va me donner les infos que ce produit paye. En l'occurrence, c'est 2 trucs qui m'intéressent. Moi, c'est les frais de gestion, le pourcentage qu'Amazon prend sur le chiffre d'affaires et le coût d'expédition, les frais qu'Amazon prend pour expédier votre colis. Vous prenez ces 2 sommes, vous les ramenez ici, vous les collez dans leurs cases respectives et vous rentrez le prix du produit. Ça va vous faire le total des frais et à côté, ça va vous indiquer si le moins de 35% du chiffre d'affaires part chez Amazon, vous allez avoir cette case qui se coche. En l'occurrence, là, on est à quasiment 34, on est limite. Ça veut dire que vous vendez un produit 100 euros, vous en donnez déjà 35 à Amazon. Votre question principale à résoudre ici, c'est est-ce que vous allez faire de la marge? C'est le but. On s'en fout de faire du chiffre, on se veut faire de la marge. La marge, c'est votre bénéfice. Et votre bénéfice, ça sert, à vous payer, c'est quand même vraiment intéressant, mais aussi, si vous devez croître, si jamais vous commandez 100 pièces et que la commande d'après, vous devez en commander 200, ben, l'argent pour payer ce stock, il doit bien venir de quelque part. Et il vient que d'un endroit, la marge. Donc, si vous vendez un produit à 10 euros et que vous avez 6 euros de frais d'envoi, de coûts d'expédition, sans parler de frais Amazon, ça veut dire que 60% par chez Amazon, c'est impossible de faire de la marge. Donc ici, pour être franc, je détecte aussi autre chose. Avec l'habitude, vous l'aurez. Ils payent très cher en coût d'expédition. Ce que vous voyez aussi sur la calculette, là, c'est le poids qui pèse et les dimensions. Donc ça peut être sympa quand vous allez designer votre produit. Il y a quelque chose, payer 10 euros pour envoyer un produit de 1,46 kg, c'est quand même un peu trop cher. Donc est-ce que le fait d'avoir choisi du bois comme matériau, ça ne le pénalise pas? Est-ce qu'il est trop long? 44 cm, c'était trop long. Est-ce qu'il y a peut-être moyen, en baissant de quelques centimètres, de descendre dans une catégorie de frais d'expédition moins élevés, d'économiser de l'argent? Ça va être on va voir ça plus tard quand on va calculer les chiffres. Mais si vous arrivez à ce que ça vous coûte que 7 euros de coût d'expédition, c'est vraiment de la marge que vous allez récupérer. Alors, si jamais vous faites quelque chose d'un peu innovant ou que vous voulez quelque chose d'encore plus précis, vous avez ces 2 liens. Comment calculer les frais de gestion? Et cet onglet, il permet de vous aider à savoir quelle est la commission qu'Amazon va prendre en fonction de votre catégorie. Donc là, en l'occurrence, vous descendez un petit peu. Et ici, vous avez toutes vos catégories, donc bébé et puériculture. Et là, je vois que pour les produits supérieurs à 10 euros, c'est 15-45%. Mais peut-être que vous allez arriver à mettre votre produit dans une autre catégorie qui est différente, accessoires, auto et moto, qui n'est qu'à 12,36. Et peut-être que vous allez pouvoir économiser
sur les commissions Amazon parce que vous allez réussir à mettre votre produit dans la meilleure des catégories. Accessoires de cyclisme, vous voyez, qui est beaucoup plus intéressant. Alors que si je la mets par exemple dans sport, ça sera 15-45%. Là, vous donnez 2 fois moins de commissions à Amazon si vous êtes un accessoire de cyclisme. Donc, je vous conseille de regarder ça avant de choisir votre catégorie. Et le deuxième lien, c'est les coûts d'expédition. C'est la grille tarifaire des coûts d'expédition officiels d'Amazon. Je vais vous apprendre à la lire. Vous la téléchargez. Et vous obtenez ce PDF qui est mis à jour assez récemment, surtout qu'avec l'inflation, ils ont tendance à le mettre à jour régulièrement. Alors, ça a l'air d'être horrible à lire, je vous rassure, c'est plus simple que ça en a l'air. Vous vous rendez ici sur taille standard et surdimensionné. Il n'y a qu'une seule colonne pour le moment qui vous intéresse, c'est la colonne France. Quels sont les prix si j'envoie un produit en France? Et ensuite, vous avez les dimensions qui sont ici et le poids. Donc lui, on a vu qu'il pesait à peu près 1,4 kg. Alors, en l'occurrence, si son produit rentrait dans un colis de taille standard à 1,4 kg, regardez, c'est pile la frontière. En France, il payerait 6,40 €. Mais on a vu que ce n'est pas le cas. Donc, soit il est un tout petit peu trop grand, mais lui, il a fini à quasiment 9,33 €. Donc voilà, vous avez ici, si vous connaissez, vous contactez votre fournisseur, vous connaissez les dimensions de votre colis, du packaging du produit ainsi que le poids, vous pouvez savoir combien vous allez payer. Si jamais vous arrivez à développer un autre produit, mais qui, au lieu de payer 9,33 € est un peu plus petit ou un peu plus léger et que vous payez que 6,97 €, la différence à la fin, elle sera énorme. Voilà, si jamais un jour vous vendez du coup sur les autres marketplaces, Italie, Espagne, Hollande, etc., vous payerez ces prix-là si vous envoyez dans le pays, si le stock est dans le pays. Et si vous regardez un peu tous les chiffres, vous allez constater quelque chose, c'est que les frais d'envoi les plus chers de toute l'Europe, c'est en France. Donc si jamais vous partez à l'étranger, vous payerez des frais d'envoi moins chers. Ok, voici les 3 manières que vous avez pour remplir ce tableau et pour savoir si oui ou non vous allez donner trop d'argent à Amazon et si vous allez galérer à tirer votre marge. Alors la suite, je le redis depuis le début, on a une mentalité de marque. Si jamais vous lancez un produit mais qu'il n'y a rien d'autre à lancer dans la niche, c'est pas intéressant. Une fois que, même si votre produit marche bien, vous allez vouloir en lancer un second. Si vous n'avez pas d'idée ou si vous êtes bloqué ou si vous ne pouvez pas lancer des produits complémentaires avec le premier que vous pouvez faire développer chez votre fournisseur, c'est dommage, vous allez développer trop d'efforts pour pas assez de résultats. Donc c'est le moment de se poser la question et d'aller chercher des produits complémentaires. Donc si je me lance dans la niche Montessori, pas de problème, c'est une niche qui est très large. Et en l'occurrence, il y a plein d'autres jouets de développement et d'éveil que je peux faire développer pour créer une marque complète autour de Montessori. Alors ensuite, je descends. Alors c'est là où je deviens vraiment, où ça part vraiment en mode étude de marché costaud. C'est que je vais aller chercher très profondément de quoi parle la niche. La niche Montessori, c'est une niche de parents engagés, de personnes passionnées. Donc si je veux développer un produit qui plaît à ces gens-là, on l'a vu au niveau du taux de conversion moyen, les gens ne trouvent pas ce qu'ils veulent. Le seul moyen de développer le produit qu'ils veulent, c'est de chercher. Et là, c'est un peu sans limite. Je vais lire des articles de blog et les meilleurs, je vais me les noter ici pour comprendre pourquoi. Je vais aller sur YouTube, je vais passer des heures sur YouTube à regarder les vidéos, les shorts, mais aussi les commentaires pour voir ce que les gens répondent et essayer de détecter quel est le besoin. Je vais aller sur Instagram, je vais aller sur Pinterest, je vais même aller voir ce qui se fait au Amazon US. Alors parfois c'est un hack, ça n'a pas besoin d'aller plus loin. Il suffit d'aller chercher un produit qui se vend bien aux US et qui selon vous pourrait s'importer en France et de le faire si jamais il n'est pas présent sur Amazon France. En l'occurrence, j'avais trouvé ceci qui était un Buzzy Board mais sur un sac. Ce qui était une belle marque de différenciation. J'en ai pas trouvé en France, ça pourrait être une idée, pourquoi pas. Alors, vous n'êtes pas à l'abri que le vendeur US un jour débarque en Europe, attention. Reddit, qui est aussi un forum de passionnés pour plein de choses. Vous pouvez trouver plein d'informations dans des Reddit qui sont une sorte de forum, réseau social forum sur lesquels les gens passionnés d'un truc spécifique discutent et râlent tous ensemble dessus. Alors, c'est intéressant de vous poser aussi la question de quel est votre avatar client. C'est qui votre client type ? Ça, une fois que vous aurez lu tout ce qu'il y a en haut, il n'y aura pas de problème, vous saurez exactement qui c'est. En l'occurrence, là, c'est plus des parents qui cherchent à trouver une méthode alternative pour élever leurs enfants. Pourquoi c'est important ? C'est parce qu'on fait du e-commerce et contrairement à lorsque vous allez dans une boutique, vous ne pouvez pas sentir, toucher, goûter le produit. On a juste un des 5 sens, les yeux.
Donc, quand vous allez montrer des photos, il va falloir mettre des photos où les personnes, vous allez mettre à la place des personnes. Donc, si celui qui a la carte bancaire, c'est des parents, vous allez devoir montrer des parents sur vos photos. Comme ça, les gens vont pouvoir s'identifier. Ok, c'est moi. Ou vous pouvez même mettre des photos comme si vous étiez dans la tête à la place des yeux de la personne. Donc, la photo du parent en train de regarder son enfant jouer avec son jouet d'éveil, son jouet Montessori. Là, vous marquez des points. Si jamais, en fait, c'est un produit pour les grands-parents et que vous ne montrez pas quelqu'un de 80 ans, les gens vont se sentir moins concernés. Alors, ça aussi, c'est très chronophage, mais c'est super puissant. Surtout si, comme moi, vous n'êtes pas quelqu'un d'ultra créatif, qui a beaucoup une imagination débordante. Moi, je suis quand même vachement plus cartésien. J'aime bien aller chercher dans les avis. Je vous montre, vous allez ici dans un produit, vous cliquez sur le nombre d'évaluation et ici, vous avez une mine d'or. Les avis Amazon sont très surveillés et très vérifiés. Et vous n'avez plus qu'à vous en faire le maximum jusqu'à l'overdose. Et ici, vous avez pourquoi les gens se plaignent. Pour les grands, déçus, ne pas acheter, qualité médiocre, il manque des pièces, on ne peut pas faire un animal complet, à fuir. Parfait. Vous voyez que ce produit a l'air d'avoir des problèmes de qualité. Le nombre de pièces n'a pas été contrôlé, ou en l'occurrence, donc les gens sont déçus. Ne convient pas à l'âge mentionné. Ok, un problème entre la promesse et le produit. Ne lisez pas que les avis négatifs. Les avis positifs sont très intéressants aussi pour savoir qu'est-ce que les gens ont aimé et comme ça, vous allez savoir ce qu'il faut garder dans le nouveau produit que vous allez avoir. Parfois, il n'y a pas grand-chose à changer pour passer d'un produit nul à un produit que tout le monde s'arrache. Parfois, c'est un petit détail qui fait que, ou un petit détail de design, la couleur, quelque chose qui n'a pas plu aux gens et que vous pouvez résoudre parfois facilement. Enfant de 3 ans très content, c'est de la data. Ok, cette personne-là, son enfant avait 3 ans. Peut-être que vous allez pouvoir le garder dans votre listing, vous allez pouvoir marquer pour les enfants de 3 ans, etc., etc. Si votre produit est bon. La princesse de 2 ans et demi, ça s'amuse bien. Donc voilà, vous allez devoir passer pas mal de temps, identifier quel est le problème qui est évoqué et quelle est la solution que vous pourriez apporter à ce problème. Et là, c'est le moment de vous creuser les méninges, c'est le moment de faire plusieurs produits qui sont dans la niche et de prendre le meilleur et le pire de chacun pour vous faire une idée. Autre chose, c'est la barrière à l'entrée. Alors là, il y a 2 écoles. Sur Internet, d'une manière générale, si vous vous renseignez ailleurs, vous allez voir que cette formation est assez à contre-courant. Avec Jérôme, on est à contre-courant de pas mal de choses. On vous dira, voilà, il faut aller vers la simplicité. Il faut aller vers la simplicité, il vous faut des petits produits qui ne sont pas réglementés, comme ça, ils ne coûtent pas cher à transporter, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent, vous n'avez pas de papier à faire, vous n'avez pas de réglementation à traiter, que dire d'autre, des produits pas chers, comme ça, vous n'avez pas besoin, ça se vend facilement, bref. Résultat, eh bien, pour info, je vends des prestations de recherche de produits, tout le monde me demande la même chose, exactement ces critères-là, tout le monde, et résultat, eh bien, ces niches-là sont vachement plus saturées. Donc il y a un truc qui est intéressant, c'est la barrière à l'entrée. Est-ce que c'est extrêmement facile de vous copier? Si jamais vous vendez un bon produit, vous percez, vous vendez, comme mon savon au lait de chèvre au début. Ensuite, tout le monde va voir que vous marchez bien. Vous l'avez vu avec X-Ray, on connaît votre chiffre d'affaires, on connaît votre volume. Et ensuite, combien de temps on va mettre avant de vous copier et de vendre un produit identique, voire moins cher? Sachant qu'il y a plusieurs personnes qui vous surveillent, d'autres vendeurs Amazon, mais aussi vos fournisseurs, surtout les Chinois. Ils savent très bien qu'est-ce qui se vend et s'ils peuvent copier, faire pareil, de toute façon, ils le vendront moins cher que vous, ils le feront. Là où vous pouvez vous protéger, plutôt que de vendre un produit pendant 6 mois et ensuite de voir la concurrence arriver, c'est de mettre des barrières à l'entrée. Si vous vendez un produit lourd, un produit dangereux, un produit réglementé, un produit qui nécessite pas mal d'argent pour, on a vu les billards tout à l'heure, donc c'est des très gros produits très lourds à importer, eh bien, si vous arrivez à mettre des barrières et que les débutants n'osent pas vous concurrencer, vous allez mettre plus de temps à le lancer, mais vous allez être tranquille aussi pendant beaucoup plus longtemps. Vous pourrez faire du cash pendant beaucoup plus longtemps sur votre produit, voire même avoir une situation de monopole pendant longtemps avant que quelqu'un vienne vous chercher. En l'occurrence, pour ces produits, c'est des produits destinés aux enfants. Donc ça fait peur à pas mal de monde. Il doit y avoir des réglementations, il faut que ça soit CE, il faut que ça respecte des normes d'affichage. Donc, c'est pas pour rien, c'est souvent des femmes qui commercialisent ce genre de produit, je me rends compte, les hommes ayant un peu plus peur de faire des bêtises. Mais rien n'est impossible, le but d'être entrepreneur, c'est d'être curieux, de creuser, et si vous arrivez à débloquer et à trouver les réponses à tout ça,
eh bien, vous allez faire un carton, je vous le garantis. Alors, maintenant, ça, c'est vraiment le truc le plus important. Si jamais vous voyez un bon produit comme celui qu'on a vu, celui-ci qui se vend bien sur Amazon, n'allez pas sur Alibaba et ne vendez pas le même. Parce que si vous vendez le même, mais que vous arrivez et que l'autre, il a 2000 avis d'avance à 4,8 sur 5, autant dire que c'est un carton plein, et bien tout simplement, les personnes ne verront pas l'intérêt d'être chez vous. Il faut donc vous différencier. C'est ça qu'on cherche, la différenciation. Se servir de tout ce qu'on a vu dans les articles, les blogs, les vidéos, YouTube, tout ça, les avis des concurrents, c'est là-dedans qu'on cherche à trouver, ok, j'ai remarqué qu'il y avait tel problème. Donc en l'occurrence, par exemple, ce que j'ai trouvé dans cette niche, c'était qu'il y avait des buzzy boards qui étaient orientés vers quelque chose de particulier. La plomberie, vers l'électricité, c'est des volants, la voiture. Donc c'était vachement différenciant. Même dans la niche du buzzy board, si jamais vous cherchez à vous lancer, vous voyez que celui-ci vend bien, celui-ci vend bien. Franchement, ne vendez pas celui-là. La différenciation, bon, est là, mais elle est minime. Le pire, c'est celui-ci, quoi, vraiment qui se met en troisième position. Celui-là, par contre, est très intelligent. Visuellement, c'est pas du tout la même chose. Il se démarque par rapport à sa concurrence sur la première ligne. Il va donc pouvoir capter des parts de marché qu'on n'a pas. Si on creuse un peu, celui-ci s'est différencié, celui-ci il a innové sur la couleur, donc peut-être quelque chose un peu plus pour les filles, celui-ci il a innové dans le style, quelque chose de beaucoup plus pour les électriciens. Et c'est là, alors celui-ci il est vachement plus dans la mentalité Montessori pure qui veut que tout soit en bois. Donc c'est vachement intelligent. Lui il a dû se renseigner. Lui en petite pyramide, alors il vend 10 fois plus cher que ses concurrents. Mais ça, vous pouvez le faire que si vous vous différenciez. Si vous sortez un énième truc comme ça que vous allez trouver sur Alibaba en 2 secondes, il n'y a pas de problème, on mettra votre marque dessus. Mais les prix sont déjà très très tirés vers le bas et clairement, ça va être un calvaire pour vous. Donc, je vous déconseille de faire ça. Vous devez vous différencier, vendre quelque chose de meilleur que le marché n'a pas encore vu. Et comme ça, vous serez tranquille pendant longtemps. Donc, si jamais vous êtes en manque d'inspiration, vous pouvez déplier cet onglet et je vous ai mis des pistes ici pour vous aider. Courage, c'est bientôt fini. Les dernières questions qu'on se pose, est-ce que c'est un produit saisonnier? Alors, ce n'est pas vraiment un produit saisonnier, mais on l'a vu quand même sur Google Trends, il y a des petits pics pendant Noël. C'est quand même pas un produit saisonnier. Les produits saisonniers, c'est vraiment ceux qui se vendent que à cette période-là. Vous vendez un parasol en décembre, ça va être compliqué. Est-ce que ce produit est lourd, grand et fragile? Alors en l'occurrence, celui-ci en bois était quand même un peu lourd, donc j'ai dit que oui, il était grand. Est-ce que c'est un produit hazmat? Alors hazmat, ça veut dire hazardous material, c'est des produits dangereux. Alors vous avez le droit de ramener des produits dangereux dans les entrepôts d'Amazon. Un déodorant est un produit dangereux par exemple, il y a un risque d'explosion. Il y a juste des petites démarches à faire en plus, donc c'est pareil, c'est une question à se poser. Ce produit est-il autorisé à la vente sur Amazon? C'est une vraie question à vous poser parce que vous pouvez tomber dans des pièges. Comment vous pouvez savoir s'il est autorisé à la vente sur Amazon? Je ne vous dis pas légal, pas légal dans le pays. Vous allez ici et vous tapez le nom de votre produit là-dedans. Il n'y a pas longtemps, j'avais un client qui vendait par exemple du lait en poudre pour bébé. C'est très particulier, il est autorisé, mais il y a une liste de papiers à montrer, mais qui est incroyable. À part des grandes marques comme Blédina, c'est quasiment impossible de se mettre dessus. Mais le piège, par exemple, c'est le CBD. Le CBD est légal en France, mais est toujours interdit à la vente sur Amazon. Les CBD qui sont vendus ont un listing qui est autour de l'huile de chanvre. C'est pas du tout pareil. Mais le CBD est un énorme piège parce que vous pouvez vous dire que c'est légal dans le pays, mais pas sur Amazon. Donc faites attention, faites vos recherches ici. Vous tapez CBD. La FAQ d'Amazon, franchement, est super bien faite. Cherchez. Si vous ne trouvez rien, ici, c'est qu'il n'y a rien. Donc si vous trouvez quelque chose et que c'est interdit, vous le saurez. S'il n'y a rien, c'est que c'est bon. Un autre bon moyen, c'est voir s'il y a une concurrence qui vend déjà le produit. Normalement, c'est bon. Mais s'il n'y a personne, soit vous avez trouvé une niche que personne n'a exploitée, soit ils savent quelque chose que vous ne savez pas. Est-ce que des grandes marques sont présentes comme concurrents? Si par exemple j'avais vu une grande marque du nom pour les enfants qui vendait comme Blédina ou que sais-je, Toys R Us, ça pourrait être un très mauvais signal parce que les marques ont une énorme notoriété, ils vendent moins cher que vous et honnêtement, j'aime pas du tout aller dans les niches dans lesquelles il y a des grandes marques. Est-ce que c'est un produit à faible durée de vie? Alors ça, je vais vous montrer pourquoi.
Alors, voici un des plus mauvais produits à vendre sur Amazon depuis les dernières années, c'est le hand spinner. Alors, pourquoi? Parce que le hand spinner, personne n'en a rien à faire pendant des années. Vague de trends, de waouh, tout le monde en entend parler. Vous voyez sur vos outils, ah, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Grosse croissance. Vous passez commande, vous faites venir un conteneur maritime, histoire vraie, hein, un conteneur maritime de fidget spinner en provenance qui met bien 2 mois à arriver en provenance de la Chine. Votre conteneur arrive en France, vous l'envoyez chez Amazon, on est là. Et là, vous vous retrouvez avec votre conteneur maritime à vendre. Plus personne n'en veut, même au rabais, même pas gratuitement. Et vous n'avez pas le choix que de repayer pour faire détruire toute la marchandise financièrement, économiquement, temporellement, écologiquement. C'est nul sur tous les plans. Donc si vous vendez un produit en vous disant ok, je l'ai vu sur les réseaux, ça push, ça push, ça push, demandez-vous si vous n'êtes pas dans le cas du hand spinner. Ça, c'est une question à se poser. Est-ce que votre produit peut être facilement offert en cadeau? Je vous montre aussi pourquoi. Ça, c'est la recherche Amazon sur Google. Vous remarquez ces petits pics? Eh bien, ces petits pics, tout simplement, c'est les périodes de Noël. Donc, si votre produit est un produit qui s'offre facilement en cadeau à Noël, sachez qu'il n'est pas rare que certains vendeurs fassent 50% de leur chiffre d'affaires uniquement sur novembre et décembre. Alors, on dit que Noël chez les vendeurs Amazon, dans le commerce en général, dure 2 mois parce que c'est vraiment 2 mois très 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 intenses. Donc ça peut être un bon point si votre produit peut être offert au cadeau. Enfin, est-ce que le produit est consommable? Et bien, si vous vendez un produit qui s'achète une seule fois, vous ne pourrez pas réutiliser votre client. Si vous vendez des paquets de café, et bien, quand il n'y a plus de café, qu'est-ce qu'on fait? On en rachète. Donc si vous êtes dans ce système de rachat récurrent de produits, ça peut être intéressant pour vous. Voilà, c'est la fin de cette longue liste de questions que je me pose. Je la fais pour toutes les idées de produits que j'ai envie de lancer. Il n'y a pas de résultat à la fin, lance-le, ne le lance pas. Mais une fois que vous vous serez posé toutes ces questions, à un moment donné, il va falloir faire confiance à vos tripes. Est-ce que je le sens? Est-ce que je ne le sens pas? Est-ce que je suis prêt à me risquer dans ce produit? Est-ce que je ne suis pas prêt à me risquer dans ce produit? Est-ce que j'ai trouvé une bonne idée de différenciation? Est-ce que, autant sur mon envie personnelle que sur les chiffres, est-ce que ça m'encourage à aller sur ce produit? Là, mon instinct, par exemple, pour ce produit, que je connais depuis quelques temps, hein, mais aujourd'hui, la niche s'est vachement durcie. Je vois beaucoup de vendeurs qui ont l'air très expérimentés qui arrivent depuis les États-Unis. Je vois quand même que les premiers ont dépassé les 1000-1500 avis, ce qui n'était pas le cas il y a encore peu de temps. Aujourd'hui, j'irai, mais avec une très 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 bonne différenciation. Vraiment un produit qui ne ressemble pas au cahier, au buzzy board qu'on a vu juste ici. Je suis vraiment le mec qui a trop d'onglets. Donc je ne ferai pas un cahier comme ceci qui ne se rapproche ni de près ni de loin. Il faudrait quelque chose qui soit quand même visuellement totalement différent. Donc ça serait plutôt voilà, un thème totalement différent sur l'auto et je pense pouvoir gratter des parts de marché. En plus j'ai regardé un peu sur toute l'Europe, c'est quand même une pédagogie qui est connue depuis longtemps, qui commence à s'étendre. Il y a des écoles Montessori, il y aura même moyen d'aller au-delà d'Amazon. Il y a énormément de produits autour de la niche Montessori et en général quand les parents sont dans cette niche, ils équipent entièrement la chambre de l'enfant, entièrement avec des produits Montessori. Donc c'est une très très bonne niche. Il y a plein de choses à faire. Il y a moyen de créer une identité de marque très très forte là-dedans. Pour quelqu'un qui aurait un peu une passion pour l'éducation, les enfants, ça pourrait être un très bon secteur. Mais pour ce qui est de ce produit-là spécifiquement, avec par exemple un tout petit budget où ce serait impossible de prendre un produit qui serait disponible sur Alibaba et il faudrait peut-être faire un moule, des plans, en faire designer un nouveau par un designer, ça demanderait quand même pas mal d'efforts. C'est pas vraiment une niche sous les radars comme celle où j'aime bien aller. C'est une niche qui commence à être connue. Donc j'irai chercher potentiellement, si c'était mon premier produit, j'irai en chercher d'autres. Je garderai cette idée-là pour plus tard et j'irai en chercher d'autres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On continue.